Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vois que les gens sont là. Eh ben, c'est parfait. Merci toujours de vous connecter à l'heure. Vous savez, on vous donne rendez-vous tous les mardis à midi, heure de New York, pour les webinaires d'Experts French Morning. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux experts que certains connaissent peut-être, puisqu'ils interviennent sur différents sujets à French Morning. Et donc, je vais vous les présenter tout de suite. Juste avant, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, French Morning, c'est le magazine pour les Français aux États-Unis. Depuis 14 ans maintenant, on est présent à New York, Miami, on est présent à Los Angeles, San Francisco, au Texas et à Washington, D.C. N'hésitez pas à vous abonner à nos newsletters locales qu'on envoie toutes les semaines. Donc aujourd'hui, on va parler optimisation de votre patrimoine et de votre fiscalité aux États-Unis, un sujet qui est toujours brûlant, surtout pour les binationaux. Alexandre Quentin, donc partenaire et directeur des investissements chez USA France Financial, qui a plus de 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Il avait fait ses gammes dans pas mal de banques françaises avant cela. Jean-Philippe Sora, qui est associé du cabinet franco-américain d'experts comptables Massa Consulting Group, un groupe qui a plus de 35 ans d'expérience aux États-Unis, que beaucoup connaissent aussi. Alors, la présentation, elle va durer à peu près 40-45 minutes. Comme d'habitude, on veut prendre le maximum de questions en direct pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à lever la main. Donc, ça se trouve juste en bas. Vous appuyez Raise Hand si c'est en anglais ou en français, levez la main. Et je vous donne la parole en audio. Votre caméra ne va pas s'activer, personne ne vous verra. On entendra juste votre voix et vous pouvez poser votre question. Comme d'habitude, pour les plus timides, on a le Q&A ou QNR, qui se trouve aussi en bas de votre écran. Vous tapez votre question, je la pose à nos experts, et puis voilà. On va tout de suite lancer la présentation avec Alexandre qui va partager son écran tout de suite et nous présenter le programme. Merci Romain. C'est toujours un plaisir d'être avec toi Romain et toute l'équipe de French Morning. Merci pour cet accueil et on va rentrer aujourd'hui dans le vif du sujet. Donc, en quelques mots, si vous ne connaissez pas encore USA France Financial, nous sommes une équipe de 12 Français et un Américain basés à Philadelphie, Los Angeles et Miami et on permet aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de gérer leur problématique financière. Donc ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier. On est capable d'apporter une valeur ajoutée et cela, qu'on reste pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin. Au sein de notre cabinet, nous avons à la fois des directeurs de planification avancée, diplômés notaires, coordinateurs fiscaux et experts en investissement. Et l'ensemble de ces acteurs travaillent pour le succès de notre communauté française ici aux États-Unis. Bonjour à tous, Jean-Philippe Sora, associé du groupe Massat, qui est un groupe de cabinets d'expertise comptable. Nous avons des bureaux à New York, Miami, Mexico et Montréal et nous accompagnons les particuliers et les entreprises majoritairement français dans leur développement en Amérique du Nord. Voilà, tant d'un point de vue fiscal, souvent pour les particuliers, que comptable pour les entreprises. Et comme l'a dit Romain, nous sommes là depuis… ça va faire 10 ans que nous disons 35 ans. Donc maintenant, il faudrait changer. Nous sommes là depuis quasiment un peu plus de 40 ans. Voilà. Parfait, merci Jean-Philippe. Au sommaire aujourd'hui de notre présentation, en 10 points. Donc, la planification financière 101, qu'est-ce qu'il faut connaître quand on est ici aux États-Unis? Quels sont les risques primaires? On va voir quelle est la stratégie patrimoniale classique à la française. On va voir la planification fiscale avec Jean-Philippe, les stratégies patrimoniales à connaître quand on est ici aux États-Unis, peu importe si on reste ou qu'on reparte, la fiscalité des contrats d'assurance vie en France, la fiscalité des investissements immobiliers en France aux États-Unis, la succession si on est ici aux États-Unis, et enfin les solutions à notre disposition afin d'être proactif dans sa stratégie patrimoniale. Et bien évidemment, on ouvrira le champ aux questions avec grand plaisir. Rentrons dans le vif du sujet. Pour pouvoir faire de la planification financière, généralement, il faut passer par 3 points. Et généralement, on commence toujours par l'aspect protection. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de mettre $1 de côté si on peut tout perdre du jour au lendemain.
Deuxièmement, c'est l'aspect stratégique. L'objectif est d'avoir une vraie vision financière, de savoir exactement où est-ce que l'on va, peu importe où on sera à l'avenir. Et dernièrement, c'est l'aspect technique, c'est la maximisation du rendement et la minimisation du risque. On va passer potentiellement un tout petit peu de temps là-dessus, mais on va parler surtout de protection et de stratégie patrimoniale et de fiscalité aujourd'hui. Alors, au niveau des risques primaires aux États-Unis, soit nous ne sommes pas protégés, soit sous-protégés, soit protégés de manière optimale. Comme vous le voyez sur l'écran, il y a 12 risques qui peuvent mettre à mal toute notre stratégie patrimoniale. Et donc, il s'agit le plus rapidement possible de pouvoir être dans le vert pour s'assurer que chaque dollar que l'on va mettre côté dans sa gestion patrimoniale soit vraiment un vrai dollar et que personne ne puisse potentiellement le prendre. Les 3 premiers points que vous voyez à l'écran sont ce qu'on appelle les property and casualty. L'assurance auto, l'assurance maison, ou rentals, si vous êtes locataire, et également l'umbrella policy, qui est la responsabilité civile. Attention, puisque la responsabilité civile aux États-Unis ne vient pas automatiquement. C'est quasiment automatique en France. On a une assurance complémentaire santé, il y a une responsabilité civile qui vient avec pour des montants probablement de 10 millions, 15 millions d'euros. Et en France, on ne se poursuit pas de la même manière qu'aux États-Unis. C'est très important d'avoir une umbrella policy ici aux États-Unis parce que les montants d'assurabilité, de protection en cas de procès sont très faibles. Par exemple, dans la majorité des États, quand on a une assurance auto, le maximum est de 250 000 $ par personne, 500 000 $ par accident. Et si demain on était amené à renverser quelqu'un qui a 30 ans et qui gagne 100 000 $, cette personne pouvant encore travailler pendant 30 ans, 30 fois 100 000 $, ça fait 3 millions de dollars. La compagnie d'assurance paye 250 000 $ et le reste, c'est pour notre poche. Soit on a l'argent, soit ils vont attacher un prêt pour faire face à cette liability. Donc, c'est important d'avoir cette umbrella policy parce que l'umbrella policy va se stacker on top. En plus de cette assurance auto et maison, l'umbrella va augmenter ces chiffres-là pour que si vous avez un procès contre vous, vous soyez couvert de la manière la plus optimale possible et protégé au maximum votre patrimoine. La recommandation de base que nous avons, c'est d'avoir un montant supérieur ou égal à son montant net de patrimoine au minimum. Ça s'achète par tranche de millions de dollars, ça coûte environ 300 à 400 $ par an. Par tranche de millions de dollars, ce n'est pas extrêmement cher, mais au moins, ça vous permet d'être protégé de manière optimale. Et la recommandation, c'est généralement d'aller déjà avec votre même assureur. Si vous êtes chez, par exemple, Geico, State Farm, Allstate, peu importe, d'aller demander cette umbrella avec la même compagnie, vous allez pouvoir potentiellement bénéficier de multi-line discounts. Les 3 prochains points sont liés à la santé ou tout simplement les pépins potentiellement de santé qu'on pourrait avoir aux États-Unis. Comme vous le savez, l'assurance médicale est quasiment indispensable ici aux États-Unis parce que les frais sont faramineux. On peut potentiellement avoir une facture de l'hôpital potentiellement d'1 million de dollars. Si on reste 30 jours ou 60 jours à l'hôpital, les frais peuvent être énormes. Et donc, avoir une assurance santé est quasiment indispensable. Il y a différents types qui existent, mais l'avantage maintenant de ces assurances santé de nos jours, c'est qu'ils suivent les programmes Obamacare et ils sont illimités en termes de couverture, ce qui n'était potentiellement pas le cas à l'époque. Et dans ce cas-là, il y avait un vrai danger potentiellement de se retrouver banqueroute. Ce n'est plus le cas si vous avez une assurance santé qui est Obamacare approved. L'assurance qu'on appelle Long-Term Care Insurance, c'est tout simplement si vous avez des problématiques de soins de dépendance, par exemple les EHPAD en France, où il faut savoir qu'aux États-Unis, ça coûte très cher également, ça coûte à peu près entre 11 et 15 000 $ par mois pour faire face à ces soins médicalisés. Donc, on peut se prémunir avec des assurances en amont, soit des instruments qu'on appelle Standalone Policy, ou également qu'on peut attacher à d'autres instruments financiers pour pouvoir faire face à ces frais futurs. L'avantage de cela, c'est que certains instruments aux États-Unis peuvent être mis en place ici aux États-Unis et jouer un rôle que l'on reste aux États-Unis ou qu'on rentre en France un jour. Ces instruments peuvent être activés à l'international, certains en tout cas. Et potentiellement le disability insurance, parce que la réalité, c'est que dans la plupart du temps, à moins qu'on soit déjà proche de la retraite ou à la retraite, le plus gros actif que l'on a, c'est notre capacité à nous lever le matin et d'aller travailler. Et ce disability insurance, l'assurance invalidité, cette prévoyance, joue un rôle clé parce que si demain, nous n'avons pas la capacité de pouvoir rentrer un revenu, nous avons une assurance qui nous permet d'avoir ces 5 000, 7 000, 10 000 $ par mois qui rentreraient en cas d'invalidité à long terme. Voilà les 3 points suivants qu'on a discutés sur la problématique de santé. Les 4 points suivants que vous voyez à l'écran, c'est le will, le trust, le profit attorney, le living will, et j'ajouterai même le guardianship. Ce sont les documents testamentaires ici aux États-Unis. Très important, surtout quand on a une famille et des enfants en bas âge. On va faire un point là-dessus. Le will, ce sont les testaments. C'est où iraient mes biens en cas de décès.
Deuxièmement, c'est le trust. Il y a deux types de trust. Il y a les trusts révocables et irrévocables. Un trust révocable vous permet d'avoir un certain contrôle sur votre argent durant votre vivant. Vous pouvez le révoquer à tout moment. Et lors du décès, vous pouvez potentiellement garder un contrôle sur cet argent. Par exemple, vous pouvez faire en sorte qu'en cas de décès des parents, que les enfants ne touchent pas tout leur argent à leur majorité et touchent peut-être un tiers à 25, un tiers à 30 et un tiers à 35 ans, pour pouvoir garder un certain contrôle sur votre argent lors du décès. Les trusts irrévocables servent potentiellement dans des stratégies de transfert de patrimoine en dehors des frais de succession. Attention ici, il y a potentiellement des problématiques en cas de retour en France. Travailler avec un avocat de la famille est évidemment conseillé. Le power of attorney, on a deux types, à la fois ceux médicaux et financiers. Médicaux, c'est tout simplement, il faut savoir qu'aux États-Unis, avec les HIPAA rules, vous n'avez pas accès au dossier médical de votre époux ou épouse. Et donc, avoir ce document, ce power of attorney médical, vous permet de pouvoir potentiellement prendre des décisions en cas d'incapacité pour votre époux ou votre épouse. Il faut ce document-là. Il y a également le power of attorney financier. Si par exemple vous avez des comptes séparés et que vous avez besoin d'accéder au compte du conjoint à la conjointe en cas d'incapacité, vous pouvez accéder au compte grâce à ce document. Le living will, ce sont les dernières volontés, si malheureusement nous nous retrouvons en position végétative. Et dernièrement, et peut-être le plus important quand on a des enfants mineurs, c'est l'aspect de guardianship. Une des problématiques, c'est que si on n'a pas de document testamentaire en place et qu'il y a un décès des parents avec des enfants en bas âge, eh ben, le juge de l'État dans lequel vous décédez devra assurer le sort des enfants. Et évidemment, il doit comprendre la situation internationale et ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre 1 an avant que le sort des enfants puisse retourner potentiellement en France. Donc, d'avoir des guardians à la fois temporaires de 2 semaines ici aux États-Unis et permanents potentiellement en France doit être écrit dans ces documents. On a plusieurs options pour ces documents. Soit on peut aller en ligne, il y a des choses qui sont un peu pre-filled. Et dans ce cas-là, attention, il faut faire absolument sûr que ce soit notarized par le public notary pour qu'il ait une valeur devant la cour. Mais il est généralement recommandé de notre situation internationale de faire appel à un avocat de la famille franco-américain qui serait ici aux États-Unis, qui pourra vous accompagner dans la complexité de la planification financière à l'international. Donc, pour ces documents, n'hésitez pas potentiellement à faire appel à un avocat de la famille. L'avant-dernier point, c'est le buy-sell agreement. Si vous êtes entrepreneur, vous avez des partenaires. Une des raisons numéro 1 aux États-Unis qu'un business fail, c'est la rédaction, la mauvaise rédaction ou la non-rédaction d'un rachat des parts en cas de pépin, en cas de divorce, en cas de retraite, en cas d'invalidité, en cas de décès d'un des partenaires, parce qu'il faut racheter maintenant les parts. L'argent viendrait potentiellement des cash flows et le business n'aurait pas les capacités. Donc, à la fois avoir une très belle rédaction de ce buy-sell agreement, mais également founder, donc de mettre de l'argent de côté avec différents instruments pour pouvoir faire face à un rachat des parts. Il y a par exemple de l'assurance décès ou l'assurance invalidité à mettre en place entre les différents partenaires pour s'assurer que le business puisse continuer en cas de pépin. Et le dernier point, c'est l'assurance vie / assurance décès ici aux États-Unis. Soit il y a deux types, soit il y a l'assurance décès pure en cas de décès, on choisit un terme, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et dans ce cas-là, si on décède dans cette période, il y a un capital qui est donné aux bénéficiaires. Et puis également ce qu'on appelle les Permanent Life Insurance aux États-Unis, qui sont des instruments d'assurance vie permanents où il y a à la fois une épargne et une assurance décès. On va pouvoir voir que ce type d'instrument peut potentiellement jouer un rôle que l'on reste aux États-Unis ou qu'on rentre en France, on rentre un jour en France ou ailleurs dans le monde, on garderait potentiellement tous les avantages financiers, fiscaux et légaux en cas de retour. Donc voilà l'ensemble des 12 points. Soit on est non protégé, sous-protégé ou protégé de manière optimale. Je vous invite à petit vous mettre dans le vert pour s'assurer que votre planification financière ici aux États-Unis et à l'international puisse continuer quoi qu'il arrive. On va passer maintenant au deuxième point, qui est la stratégie patrimoniale. Voilà ce que vous voyez à l'écran, c'est la stratégie patrimoniale dite à la française, avec laquelle nous avons tous été éduqués d'une certaine manière. Je m'exprime. En phase d'accumulation, on va essayer de diversifier son patrimoine. On va potentiellement avoir de l'argent à la banque, dans les investissements sur le marché financier, dans notre programme de retraite, 401k, 403b, d'avoir de l'immobilier à l'international, on va se diversifier un maximum. Et le jour où on part à la retraite, étant donné que de nos jours, on a l'opportunité de vivre une très longue vie, on a ce risque, comme vous le voyez en bas dans les risques, le risque de longévité, de vivre une très longue vie, de par le fait que maintenant, avec les avancées de la médecine, etc., on peut vivre pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à la retraite. Ce n'était pas le cas de nos arrière-grands-parents qui vivaient peut-être de 3 ans de par l'espérance de vie. Et nous avons une vraie problématique de nous garantir un style de vie pour le reste de notre vie, pour potentiellement une très longue période de temps. Et donc, dans notre stratégie à la française,
Notre stratégie, c'est de se dire, je vais accumuler le maximum de patrimoine possible, que je vais diversifier. Le jour où on part à la retraite, je vais vivre des revenus de ce patrimoine, au-delà évidemment de la sécurité sociale, etc., des revenus garantis qui pourraient arriver. Et cela va me garantir mon style de vie. Et lors du décès, ce qui passera aux enfants, aux héritiers, ce sera ce qui reste. Il faut savoir que c'est la meilleure stratégie à mettre en place en France. Nous n'avons pas d'autre alternative. Mes parents qui sont en Alsace, qui ont 68, 69 ans et qui sont maintenant retraités, sont exactement dans cette stratégie-là. C'est la meilleure stratégie à mettre en place en France. Diversifier, générer des revenus, vont faire ça pour le reste de leur vie. La problématique de cette stratégie-là, c'est que si le but du jeu, c'est de garder le style de vie, malheureusement, cette stratégie est vouée à l'échec. Elle est vaine, je peux croiser les doigts autant que je veux pour mes parents, ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie. Pourquoi ? Parce que qu'on le veuille ou non, quand on partira à la retraite, on va faire face à une vingtaine de risques qui va mettre tellement de pression au quotidien que ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie. Je ne vais pas faire l'ensemble des 20 points, mais comme vous le voyez à l'écran, il y a 4 risques majeurs. Premièrement, c'est le risque de longévité, parce que plus on est en vie, plus ça va être un coefficient multiplicateur de tous les autres risques. Deuxièmement, c'est l'inflation. Il va falloir faire en sorte que nos revenus augmentent chaque année, puisque tous les 15-20 ans, on divise par 2 le pouvoir d'achat, tous les 30-40 ans, on divise par 4. Troisièmement, c'est la taxation. On est dans un bas historique ici aux États-Unis. Nous sommes à 37% au taux marginal supérieur. On était à 39,6% il y a 3 ans. On était à 70% dans les années 70. On était à 93% dans les années 30-40. Historiquement, on est très bas. Et on parle déjà potentiellement de changements fiscaux, potentiellement l'année prochaine. L'équipe de Biden est en train de travailler sur le sujet. Donc potentiellement, si on voit une augmentation de l'impact fiscal, évidemment, le net que l'on va garder pour nous et notre style de vie sera impacté négativement. Et enfin, c'est la volatilité. C'est à la fois le risque, premièrement, de l'ordre des rendements. Il faut savoir que le jour où on part à la retraite, les règles financières changent du tout au tout. Les 5 années après la retraite et les 5 années avant la retraite, cette zone de 10 ans est la zone la plus dangereuse de toute la planification financière. Si on a potentiellement accumulé un très beau patrimoine et on a fait tout ce qui était bon durant notre vie en phase d'accumulation et qu'il y avait un crash majeur tel qu'on l'a connu en 2007-2008 dans cette zone de 10 ans et qu'on perd 30-40% de notre valeur patrimoniale, on n'aura potentiellement pas les reins solides pour pouvoir revenir sur nos pieds rapidement et continuer le style de vie que l'on pourrait avoir pour le reste de sa vie. Donc cette zone de 10 ans est capitale et on va voir déjà comment, peu importe notre âge, comment pouvons-nous dès maintenant pouvoir réduire le risque de l'ordre des rendements qui est absolument clé. Et par défaut, la plupart des personnes qui ont par exemple l'argent sur le marché financier ou dans des comptes de retraite vont potentiellement augmenter la partie bonds, la partie obligations, fixed income, pour réduire la volatilité du portefeuille, pour éviter ce type de situation-là. Et bien cette situation par défaut n'est mise en place que par les personnes qui n'ont malheureusement pas de stratégie patrimoniale proactive en place. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on peut être beaucoup plus proactif pour gérer ce type de risque de manière beaucoup plus à même. Et dernier point, c'est le risque en lui-même. Pour pouvoir générer du revenu à la retraite, il faut prendre un certain montant de risque. À la banque, on ne génère quasiment rien. On est autour de 0,5% à l'heure actuelle. Il faudrait des millions et des millions et des millions de dollars pour générer des revenus acceptables liés avec notre argent à la banque. Donc, il faut essayer de pouvoir diversifier son patrimoine, essayer de trouver des solutions pour générer des revenus. Et la réalité, c'est que si on assume par exemple 5% de rendement sur ces revenus financiers, cette société de recherche en investissement qui s'appelle Morningstar a mis en exergue le fait que si on assume 5% de rendement, qui n'est pas énorme, notre probabilité de succès serait donc de 70%. 70%, ça veut dire qu'on a 30% de chances de se retrouver sans capacité à avoir assez d'argent pour finir notre vie avec le même style de vie. Le chiffre clé à l'heure actuelle, étant donné la volatilité du marché financier, c'est 2,81%. Il ne faudrait pas prendre plus de 2,81% de revenus de sa valeur financière pour pouvoir avoir 99% de chances de succès, donc quasiment une certitude d'avoir le style de vie souhaité. Et donc 2,80%, ça veut dire que pour chaque $1 million de côté, on ne génère que 28 000 $ de revenus, et cela pour le reste de notre vie. Ça veut dire qu'il va falloir mettre des millions et des millions de dollars de côté. Et c'est exactement cela la problématique de la planification financière. Est-ce que je vais mettre beaucoup plus d'argent de côté en phase d'accumulation ou prendre beaucoup plus de risques pour qu'à la retraite, je puisse être assez tranquille à hauteur de 2,81 ? Ou bien je vais me permettre, je vais peut-être mettre un peu moins d'argent de côté ou prendre un peu moins de risques en phase d'accumulation. Et à la retraite, je vais augmenter un peu le risque, je vais être sur une base de 5% et j'ai la probabilité potentiellement de me retrouver en situation de grande difficulté. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous donne la parole à Jean-Philippe et à très bientôt. On va voir ensemble qu'avant que je passe la parole à Jean-Philippe, on a une vraie opportunité à être résident fiscal américain et qu'il y a des vraies solutions à notre disposition où on va pouvoir gérer tous ces risques-là, peu importe qu'on reste aux États-Unis ou qu'on rentre en France, pour pouvoir être dans une bien meilleure position. Je vous revois dans quelques minutes. Je laisse la parole à Jean-Philippe sur la planification fiscale.
Merci Alexandre. Bonjour à tous. Donc là, c'est bien, on parle de planification, mais pour pouvoir planifier, il faut gagner de l'argent. Et idéalement, pour limiter les risques, notamment fiscaux, qu'a relevé Alexandre, eh bien, on va essayer de se faire un mix de revenus. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui sont salariés, on a un salaire évidemment, et d'ailleurs la majorité vont toucher un salaire. Puis d'autres, leurs employeurs vont leur donner des stock options qui vont porter une fiscalité différente que la fiscalité liée au revenu du travail, tant par le processus fiscal des stock options est complexe et varié, mais au bout d'un certain temps d'acquisition, on va se retrouver soumis au taux des capital gains, qui est un taux du moins fédéral inférieur au taux d'imposition des revenus ordinaires, puisqu'on va se situer entre 15 et 23,8%. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui disent bah non, c'est entre 15 et 20%, enfin voire 0 et 20%, excusez-moi, j'ai sauté une tranche parce qu'il y a une tranche à 0. N'oubliez pas qu'il y a une surtaxe de 3,8%. Qui peut survenir, s'ajouter à votre imposition sur le revenu en fonction de l'ensemble de vos revenus totaux. D'accord ? Donc, idéalement, on va envisager une répartition des revenus qui ne va pas être uniquement du revenu du travail. Quelle va-t-elle être ? Les salaires, on connaît. La distribution de profit, qu'est-ce que c'est ? Quand on est entrepreneur ou qu'on a des placements, on va percevoir des dividendes des sociétés dans lesquelles on a placé ou bien de sa propre entreprise, dividendes qui vont être moindrement imposés, puisque dans la majorité des cas, on va se retrouver face à des… excusez-moi, j'oublie le qualified dividends, voilà, qui eux vont être imposés entre 15 et 20%. Biden prévoit d'augmenter les taux d'imposition sur les qualified dividends avec peut-être un 28% au niveau fédéral. Je ne parle pas des États puisque chaque État a sa propre fiscalité. On va pouvoir investir notamment pour ceux qui créent leur entreprise ou qui sont dans des startups, dans l'equity. Alors on repart sur l'idée des stocks, mais en fonction de certains critères, on peut avoir un abattement, et ça c'est important, de 10 millions de dollars sur le capital gain réalisé suite à la vente d'actions de sa propre entreprise ou d'une start-up dans laquelle on travaillerait. Et puis les capital gains, voilà, j'en ai parlé. Donc idéalement, pour limiter le risque fiscal, puisque chaque type de revenu va avoir ses propres taux d'imposition, on va répartir ses revenus sur l'ensemble de ces 4 points. Alexandre ? Très bien, merci Philippe. Et on va voir que d'un point de vue des stratégies patrimoniales à connaître ici aux États-Unis, il y a 2 stratégies qu'on appelle le bucketing et le flooring qui sont clés. Premièrement, il faut savoir que la stratégie à la française, le nom que l'on donne à cette stratégie dite à la française classique, c'est ce qu'on appelle probability based. C'est basé sur la probabilité de succès qu'on va pouvoir générer du revenu et de faire cela pour le reste de notre vie, qui est une stratégie qui est viable, mais qui va être extrêmement difficile pour garder le style de vie. On l'a vu ensemble. La combinaison d'avoir une stratégie dite à la française de base, d'avoir une stratégie de bucketing et une stratégie de flooring, la combinaison de ces 3 stratégies fait qu'on va pouvoir se retrouver dans la situation la plus optimale possible pour pouvoir potentiellement générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. On va le voir ensemble. Pour comprendre la stratégie de bucketing, on va en parler d'ici quelques secondes. Et pour la stratégie de flooring, je vais déjà introduire un instrument qui existe ici aux États-Unis et qui va potentiellement jouer un rôle clé en termes de flooring. Alors, c'est ce qu'on appelle un income annuity et qui va permettre de générer des revenus garantis pour le reste de notre vie. Et généralement, nous allons utiliser ces income annuity au sein des comptes de retraite. Imaginez, vous avez travaillé pour une compagnie, vous avez un 401k ou un IRA, ou potentiellement à la fin de votre carrière, ou vous changez d'employeur, votre 401k est maintenant disponible quand vous changez d'employeur, et on peut transférer le 401k vers un IRA, et au sein d'un IRA, on peut y déposer ce que l'on veut, et notamment ce qu'on appelle des income annuity. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, par exemple, imaginons que… alors, je vais essayer de faire… Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Ouais. C'est juste que mon screen est frozen, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais vous l'expliquer de manière vocale. Donc, comment fonctionne une income annuity ? Vous avez 2 phases. Vous avez la phase d'accumulation et la phase dite de retraite. Et donc, dans cette première phase,
on va faire en sorte de mettre un certain montant d'argent, par exemple 100 000 $, et dans ces 100 000 $, ils vont, eux, avoir une garantie d'augmentation minimale. Donc, on va faire en sorte que cette augmentation, par exemple, certaines compagnies vont dire qu'on va pouvoir faire x2 en 10 ans ou x15 ou x2,5 en 15 ans. Donc, par exemple, vous avez 100 000 $. Si, par exemple, vous avez 55 ans et que vous attendez 10 ans, entre 55 ans et 65 ans, ces 100 000 $ sont garantis de faire x2 en 10 ans. Et donc, dans cette garantie-là, donc ces 100 000 $ augmentent garantie à 200 000. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 200 000 $, enfin en tout cas ces 100 000 $ qui sont investis en premier, ils sont investis sur le marché financier. Et vous avez la capacité à avoir potentiellement plus d'argent. Alors, je vais essayer de voir si mon écran fonctionne à nouveau. Voilà, c'est le cas. Donc, si on met 100 000 $ ici, et on le donne à une compagnie d'assurance dans un contrat d'annuité, certaines compagnies vont garantir x2 en 10 ans et x2,5 en 15 ans. Donc, si par exemple on a 55 ans ici et qu'on dépose 100 000 $ et qu'on attend par exemple 10 ans, eh ben, ces 100 000 $ sont garantis d'augmenter à 200 000. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme ces 100 000 $ sont investis sur le marché financier, ils peuvent mieux se porter que la garantie et potentiellement valoir 400 000 $ ou 300 000. Si c'est le cas, on prendra en considération ce montant supérieur. Mais si le marché ne se porte pas bien et que le marché est inférieur à cette garantie, on est au minimum garanti ces 200 000 $. Donc, c'est comme si on investissait sur le marché financier, mais cette fois-ci avec un filet de sécurité. Et l'objectif de cet argent, c'est de pouvoir nous garantir un revenu garanti pour le reste de notre vie. Que l'on vit 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on continue d'avoir cette rente garantie pour le reste de notre vie. Les taux à l'heure actuelle pour quelqu'un de 65 ans sont environ de 5%. 5% de 200 000 $, ça nous fait un chèque de 10 000 $ par an pour le reste de notre vie. Et même si la valeur du compte descend à zéro ou quoi que ce soit, on continue à toucher 10 000 $. S'il y a toujours une valeur du compte, si par exemple lors du décès, on a une valeur de compte qui est de 700 000 $, c'est 700 000 $ qui passent au bénéficiaire. Si par exemple la valeur du compte descend à zéro, lors du décès, il n'y aura rien à donner au bénéficiaire, mais tant qu'on est en vie, même si la valeur descend à zéro, on continue de toucher ces 10 000 $ par an pour le reste de notre vie. Donc voilà l'objectif de l'Income Annuity, c'est de garantir des revenus à vie. Donc pour expliquer ces deux concepts, donc premièrement, on a la stratégie dite de flooring. Donc qu'est-ce qu'une stratégie de flooring? Eh bien, c'est tout simplement la capacité d'avoir des revenus garantis pour le reste de notre vie pour une dépense dite de base, qu'on appelle le paycheck. Et on a tous un chiffre sur lequel on se sent confortable. C'est très personnel. Ça peut être pour certaines personnes 4 000 $ par mois, ou 7 000, ou 10 000, ou 15 000. C'est très personnel sur lequel, à l'heure actuelle, quand on a des revenus, si au minimum on a ce revenu-là, on peut se sentir confortable et tout ce qui serait au supérieur serait du fun money, ce paycheck. Et les instruments qui sont à notre disposition, nous en avons 5. Nous avons à la retraite des revenus garantis tels que la sécurité sociale française, la sécurité sociale américaine, les complémentaires de retraite françaises, les pension plans, si vous avez encore la chance d'avoir un employeur qui a une pension pour vous, un defined benefit plan. Et dernièrement, ce sont les income annuity. Si la source de ces 5 revenus fait que vous avez un revenu garanti pour le reste de votre vie pour vos dépenses de base, par exemple 5 000 $ par mois qui rentreraient de manière complètement garantie, le reste de vos finances, c'est pour du fun money. C'est pour aller voyager, les enfants, les petits-enfants, etc. Et à ce titre-là, avec cet argent supplémentaire, on va mettre en place une stratégie qu'on appelle de bucketing. Alors, qu'est-ce qu'une stratégie de bucketing? Eh bien, c'est tout simplement la compréhension que quand on part à la retraite, généralement, quand on pense à la retraite, on pense à la retraite que d'une seule phase. J'ai travaillé durant ma vie et maintenant, je pars à la retraite. Or, la réalité, c'est que nous allons généralement passer par 3 phases lors de la retraite. Premièrement, ce sont ce qu'on appelle les go-go years. Généralement, on vient de partir à la retraite, on a la santé, la mobilité, on souhaite en profiter, on a les enfants, les petits-enfants, on sait voyager, on va essayer de dépenser de l'argent et se faire plaisir. Et puis, malheureusement, petit à petit, on va perdre en mobilité, en motricité, on va passer par ce qu'on appelle les slow-go years, on va se replonger dans les livres, dans Netflix, dépenser un petit peu moins d'argent. Et malheureusement, la dernière phase de notre vie sont les no-go years. Les pépins santé vont se développer, on va commencer à être alité. Les coûts liés à la santé vont augmenter de manière exponentielle. Et donc, comme vous pouvez le voir, au niveau des dépenses, c'est comme une courbe du sourire. On va dépenser beaucoup d'argent au début de notre retraite, puis un petit peu moins, et de nouveau beaucoup d'argent. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir dédier un certain nombre d'actifs à certaines périodes de notre retraite. Et en faisant cela, on va pouvoir dédier, par exemple, des actifs entre 60 et 80 ans sur lesquels on va avoir un montant d'argent défini
et un nombre d'années défini sur lequel on aura une totale liberté d'esprit de dépenser cet argent-là parce qu'on a de l'argent, une autre classe d'actifs qui va nous attendre pour tranquillement gérer la fin de vie entre 80 ans et plus, en plus des revenus garantis pour le reste de notre vie. Donc, la combinaison de ces 3 stratégies fait qu'on va pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée de ce côté-là. Je te laisse la parole, Jean-Philippe, pour nous parler de contrats d'assurance vie et notamment à la française pour commencer. Excusez-moi, j'étais en mute. Exactement, les contrats d'assurance vie, beaucoup d'entre vous qui nous écoutent ont des contrats d'assurance vie français. Alors, il est important d'un point de vue fiscal, vous allez avoir 2 obligations. La première, il faut savoir que le fisc américain ne reconnaît pas, dans la très grande majorité des cas, les contrats d'assurance vie français comme justement des assurances vie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a généralement aucune notion d'assurance et c'est simplement un placement financier qui est fait à l'abri de l'impôt, donc il grossit et vous ne payez pas d'impôt en France. Sauf que côté américain, vous allez vous retrouver imposé annuellement sur la prise de valeur de votre contrat. Je vais vous passer tous les détails techniques parce que c'est assez complexe, mais pour résumer, vous allez principalement avoir 2 options qui doivent être prises dès la première année où vous devenez résident fiscal américain. Quelles sont ces options ? Bien, la première, très simple, vous dites à l'IRS, OK, j'ai un contrat d'assurance vie. Je m'impose tous les ans sur la prise de valeur du contrat. Le calcul est très simple, c'est valeur 31 décembre moins valeur 1er janvier, et puis la résultante, et moins les abondements que vous auriez fait, donc ce que vous auriez versé sur le contrat. Et ce qu'il en résulte est imposé au niveau américain au même titre que les intérêts. Donc, vous êtes imposé finalement aux États-Unis, mais pas en France. L'autre option est de dire à l'IRS, OK, j'ai un contrat d'assurance vie, mais je ne veux pas me faire imposer d'année en année sur la prise de valeur du contrat, uniquement lorsque j'aurai un événement taxable. Alors, certains d'entre vous vont se dire, bon, c'est super, je pars là-dessus. Oui, mais attention. Pourquoi ? Parce que le jour où vous allez avoir un événement taxable, qu'est-ce qu'un événement taxable ? Simplement, je viens retirer du cash de mon assurance vie et pas forcément rompre le contrat. Je pioche dans mon assurance vie. À ce moment-là, l'IRS va vous demander de recalculer les prises de valeur de votre contrat tous les ans depuis le début de votre résidence fiscale américaine ou depuis l'ouverture de votre contrat d'assurance vie français si vous l'avez ouvert alors que vous étiez aux États-Unis. On recalcule ces prises de valeur, on recalcule les impôts qui étaient dus et en plus, vous payez des intérêts de retard sur les impôts qui étaient dus tous les ans. Donc, si vous dénouez au bout de 2 ans, ce n'est pas très grave. Ou si vous avez un événement taxable au bout de 2 ans, ce n'est pas très grave. Mais si vous le faites au bout de 20 ans, eh bien, vous risquez de vous retrouver avec finalement le cash que vous récupérez va être complètement pompé par l'IRS. Alors, certains là se disent, bon, de toute façon, moi, ce n'est pas grave. Je m'en fiche parce que mes contrats d'assurance vie, je ne les ai pas déclarés à l'IRS. Et donc, l'IRS ne le sait pas et je fais un peu ce que je veux. Oui, OK, très bien, mais ne vous croyez pas plus malin. Pourquoi ? Parce que vous avez, en tant que résident fiscal américain, une obligation de déclarer l'ensemble de vos actifs étrangers. Donc, situés hors des États-Unis, l'ensemble de vos actifs financiers situés hors des États-Unis, lorsqu'ils dépassent certaines valeurs. On a plusieurs seuils, je vais en parler tout de suite. Et l'IRS va savoir tout ça. Pourquoi ? Parce que très simple, les institutions financières, donc les banques, les compagnies d'assurance qui hébergent vos comptes, vos contrats, eh bien, vont transmettre tous les ans, vers le mois de février, vos informations financières à l'IRS. Donc, l'IRS le sait. Ceux qui n'ont rien déclaré, qui ont donné leur SSN à leur banque française ou leur compagnie d'assurance ou simplement leur adresse aux États-Unis, eh bien, dites-vous que c'est comme si vous étiez sur l'autoroute. Vous êtes fait flasher et maintenant vous attendez que le PV tombe et le PV avec l'IRS fait excessivement mal. Quelles sont les obligations ? On en a plusieurs. La première, la plus connue, c'est le FBAR, ou ça c'est le nom un peu générique. Le formulaire s'appelle le FinCEN 114. Vous devez le remplir tous les ans lorsque la valeur cumulée maximale de l'ensemble de vos actifs financiers étrangers, donc hors États-Unis, dépasse 10 000 $ à n'importe quel moment de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va prendre un exemple très simpliste. Vous avez 2 comptes en France. Donc, un compte et chaque fois,
majoritairement sur toute l'année, vous avez sur chaque compte $1. Donc, dans votre esprit, OK, je n'ai rien à faire. Sauf que sur le premier compte, au mois de mars, vous avez reçu $9 000 et puis le lendemain, vous les avez revirés à quelqu'un. Donc là, on a un pic à $9 000. Sur le deuxième compte, en novembre, vous avez reçu équivalent de $2 000, équivalent de $9 000. Vous avez reçu donc l'équivalent de $2 000 et le lendemain, vous les revirez à quelqu'un d'autre. Là, on a un pic sur ce compte-là à $2 000. Nous sommes sur deux comptes différents, à des périodes de l'année différentes. Mais 9 000 plus 2 000, ça fait 11 000. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de remplir le FBAR et de déclarer l'ensemble, ça j'insiste bien, de vos comptes étrangers. Quand je dis comptes, ça va comprendre les comptes courants, les livrets A, les PEL, les PEA, les assurances vie, tout ce que vous pouvez imaginer qui est hébergé par une institution financière. Si vous ne le faites pas et que vous vous faites attraper, vous risquez des pénalités de minimum $10 000 par compte. Okay, donc, si on en a 10, ça fait 100 000, avec un maximum de 50% de la valeur du compte. Et l'IRS revient 6 ans en arrière. Donc, à la fin, ça peut vous coûter très cher. Ça, c'est la première obligation. Et beaucoup de monde y est soumis. Deuxième obligation, vous allez vous retrouver avec ce qui s'appelle, je suis désolé, je fais une petite parenthèse, mais c'est vraiment très important parce que ce sont des problèmes qu'on rencontre en permanence. Vous avez une deuxième obligation qui s'appelle le 8938 par lequel là, on va déclarer non seulement les comptes étrangers, mais aussi les parts de société pour lesquelles vous allez avoir moins de 10%, 10% incluant les parts détenues par vos parents, enfants, frères et sœurs, dû à la notion de constructive ownership. On va y revenir un peu plus tard dans la présentation. Et là, le seuil déclaratif est à $150 000 si vous êtes en couple. Donc, si on est seul, on divise ça par 2. De valeur maximale cumulée à n'importe quel moment de l'année, ou 100 000 en fin d'année, quand on est marié. Donc, quand on est célibataire, c'est 75, 50. Si on ne le fait pas, la pénalité est de $10 000 pour le formulaire. Et en plus, comme punition supplémentaire, eh bien, votre déclaration ne connaît pas de délai de prescription. C'est-à-dire que normalement, le délai de prescription à l'IRS, c'est de 3 ans. Là, on peut revenir autant de temps, l'IRS peut revenir autant de temps qu'il veut sur votre déclaration. De toute façon, très simple, retenez avec l'IRS que les pénalités sont toujours de $10 000. Quand vous avez une question, vous pouvez les regarder sur Internet, mais majoritairement, c'est toujours $10 000 de pénalité. Donc, ça sont les deux obligations principales. Après, on en rencontre d'autres pour les assurances vie notamment. Qui, dépendant de l'option choisie, vont générer l'obligation de notre formulaire qui va s'appeler le 8621. Ou pour d'autres placements, on va retrouver ce fameux 8621 avec la notion de PIFIC. Mais là, je ne rentre pas dedans parce que c'est un sujet à part entière qui est extrêmement complexe. Donc voilà pour ce qui est des assurances vie françaises. Vous avez deux options, fiscaliser tous les ans ou non. Mais attention, si vous êtes green card ou américain, ne prenez pas l'option de ne pas vous faire fiscaliser tous les ans parce que forcément, le jour où vous allez récupérer votre argent, vous allez vous faire taper sur les doigts, ça va vous coûter cher. Si maintenant vous êtes en E2 ou L1 ou peu importe un visa temporaire, cette option est viable, mais ayez un événement taxable une fois que vous serez rentré en France. Alexandre, je te laisse la parole pour les US. Merci Jean-Philippe. Sur l'assurance vie américaine, en tout cas disponible ici aux États-Unis, il y a deux types. Il y a l'assurance décès pure, qui est un capital qui serait donné en cas de décès, et deuxièmement, l'assurance vie permanente. Et il y en a trois types. Il y a l'assurance vie dit Universal Life Insurance. Généralement, on le voit notamment pour notre clientèle assez aisée, qui a plus de 23 millions de dollars à l'heure actuelle. L'idée, en fait, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le Secondary Guaranteed Universal Life. Donc, c'est un contrat qui va donner le plus de dollars en cas de décès par prime d'assurance. Et cela va pouvoir permettre, si par exemple on les met dans des instruments qu'on appelle des Family LLC ou des ILIT, Irrevocable Life Insurance Trust, c'est de sortir une partie du patrimoine avec des centimes acheter des dollars. Et lors du décès, on va pouvoir créer un énorme effet de levier qui va nous permettre de ce capital, de pouvoir potentiellement payer d'autres impacts fiscaux qu'on pourrait avoir à travers le monde. Mais c'est généralement réservé à notre clientèle aisée pour pouvoir réduire au maximum la problématique de succession internationale. Deuxièmement, il y a les contrats qu'on appelle Variable Life Insurance qui nous permet d'avoir une épargne qui, elle, soit liée au marché financier. C'est assez rare qu'on utilise ce type d'instrument-là puisque généralement, on préfère avoir les instruments financiers en dehors de l'enveloppe de la Life Insurance de par la complexité d'utiliser cet argent à terme.
Et dernièrement, c'est ce qu'on appelle le Cash Value Life Insurance, qui est celle-ci garantie d'augmenter, qui est non corrélée au marché financier immobilier et qui va potentiellement jouer un rôle assez intéressant dans une perspective de planification financière. Et on va pouvoir regarder un petit peu ce dernier point, comment on va pouvoir l'utiliser de manière proactive dans la gestion de son patrimoine à l'international. On va passer à la slide suivante. Jean-Philippe, c'est à toi et tu es en mute. Désolé, ça fait je ne sais pas combien de webinaires, beaucoup d'interventions et j'oublie toujours d'enlever le mute. Donc, je suis désolé. Donc, pour diversifier le patrimoine, certains d'entre vous ont fait des investissements ou veulent réaliser des investissements immobiliers. Vous êtes majoritairement d'origine française. Donc, la question va se poser, est-ce que j'investis aux États-Unis? Est-ce que j'investis en France? Comment est-ce que je vais le faire? Et surtout, fiscalement, comment, eh bien, à quelle sauce mon investissement va être mangé? Parce qu'il ne faut surtout pas oublier, en termes de rentabilité des investissements, la fiscalité, qui a un impact qui n'est souvent pas négligeable. Je ne vais pas vous dire où est-ce qu'il faut que vous alliez acheter, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas agent immobilier, mais par contre, je vais vous donner les clés de la fiscalité liée à chaque type d'investissement immobilier, donc aux États-Unis et à l'étranger. Premièrement, ceux qui veulent acheter leur résidence principale, ça on va le balayer rapidement parce que achetez-la en direct. Achetez-la en votre nom personnel, sauf cas exceptionnel, mais généralement c'est le conseil que je donnerai. Pourquoi? Parce que vous achetez votre bien immobilier, vous habitez dedans. Au moment de la vente, si vous avez habité dedans pendant 2 ans sur les 5 années qui précèdent la vente, donc pas forcément 2 ans d'affilée. À ce moment-là, vous aurez droit à un abattement si vous êtes célibataire de 250 000 $ sur la plus-value et si vous êtes marié, un abattement de 500 000 $. Et en plus de ça, vous pourrez déduire les intérêts d'emprunt jusqu'à hauteur de 750 000 $ si l'emprunt est contracté, par exemple, cette année. La déduction des real estate taxes est maintenant plafonnée depuis 2018 à 10 000 $ confondant les state taxes. Donc ça, je n'en parle pas. Voilà ce qu'il en est pour la résidence principale. Très rapidement, nous allons vite. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. Et maintenant, si vous voulez faire un investissement pur, donc un bien immobilier que vous allez mettre en location, il faut savoir que peu importe la structure juridique que vous allez mettre en place, peu importe l'option fiscale de cette structure juridique, les modalités de calcul de la base imposable vont toujours être les mêmes. À savoir, vous allez avoir les loyers encaissés classiques, moins les charges, tout ce qui va être HOA, Real Estate Taxes, intérêts d'emprunt, frais de réparation, d'entretien, moins un amortissement qui va correspondre à 1,27,5e du prix d'achat du bien et du coût d'éventuels travaux avant mise en location ou après mise en location. Et donc, ce qui fait que généralement, sur votre bien immobilier, vous allez vous retrouver en perte fiscale. D'accord ? Si vous avez une structure, si vous achetez le bien immobilier en direct ou via une LLC, par exemple, qui est une société transparente fiscalement, eh bien, cette perte fiscale, vous allez pouvoir la déduire de vos revenus, oui et non. Pourquoi oui? Si vous gagnez moins de 100 000 $ et que vous êtes actif dans la location, c'est-à-dire que vous vous occupez de trouver des locataires. Un jour, je sais pas, il faut changer une ampoule, vous appelez quelqu'un qui va venir changer l'ampoule. Donc, le bien n'est pas managé. Vous gagnez moins de 100 000 $, vous pourrez déduire jusqu'à 25 000 $ de pertes immobilières. Si vous gagnez entre 100 et 150 000, pour chaque dollar gagné au-delà des 100 000, eh bien, vous perdez droit à une déduction de 50 centimes de perte. Ce qui fait qu'à 150 000, eh bien, vous ne pouvez plus rien déduire. Alors, cette perte fiscale, qu'est-ce qu'on va en faire? Elle n'est pas perdue. Vous la conservez, vous la reportez tous les ans. D'accord, vous la gardez comme un bagage de perte. Si un jour vous faites un gain sur vos revenus fonciers, eh bien, vous pourrez l'utiliser pour annuler vos revenus fonciers. D'accord? Et pas forcément sur le même bien, ça peut être sur un autre bien. Et si jamais vous ne l'utilisez pas ou qu'elle n'est pas utilisée en totalité lorsque vous vendez le bien, vous allez l'imputer sur la plus-value réalisée. Au moment de cette vente, d'ailleurs, vous allez avoir ce qui s'appelle une récupération d'amortissement. Donc l'amortissement dont je parlais tout à l'heure, si vous avez un bien qui vaut, mettons, 275 000 $, on l'amortit sur 27 ans et demi, tous les ans, vous avez déduit 10 000 $ de vos revenus fonciers. Au bout de 10 ans,
donc 10 fois 10, on arrive à 100 000, et bien ces 100 000 vont être récupérés et imposés au niveau fédéral à un taux fixe qui sera de 25%. Voilà. Est-ce qu'on doit créer une structure ou non quand on veut faire de l'investissement? Eh bien, si vous partez sur de la transparence, donc LLC ou achat en personnel, je conseillerais, et comme beaucoup de monde d'ailleurs, d'aller créer une structure juridique. Pourquoi? Pas d'un point de vue fiscal, ça n'aura pas forcément d'avantage, comme je viens de l'expliquer, mais c'est davantage d'un point de vue protection patrimoniale, protection juridique. Vous êtes dans un pays, ou nous sommes dans un pays, pardon, qui est très procédurier. Vous louez à une famille et puis un enfant, je prends un cas extrême, s'électrocute dans la prise, vous êtes tenu pour X ou Y raison pour responsable, et bien à ce moment-là, on va pouvoir taper uniquement sur le patrimoine de la société qui sera composé de quoi? Du bien immobilier, d'un emprunt et d'un peu de cash sur le compte. Si jamais il n'y a pas cette protection, on va pouvoir venir chercher sur l'ensemble de votre patrimoine. Donc, je conseille fortement de créer une structure juridique pour chaque investissement immobilier. Après, il y a une autre possibilité qui est la création d'une C-Corp, mais là qui vous intéresse moins parce qu'elle n'a pas de transparence fiscale. Donc, c'est l'équivalent en France de ce qui serait SAS, SARL, SA. La société au fédéral va être imposée à 21%. Biden veut augmenter ses taux. On n'a pas encore de chiffres. Et puis vous, pour récupérer l'argent, vous allez à nouveau vous retrouver imposé au taux des qualified dividends, comme je l'expliquais au tout début de la présentation. Donc, ce n'est pas forcément intéressant quand on est résident fiscaux américain. Maintenant, si vous achetez un bien à l'étranger, donc en France notamment, il faut savoir que la fiscalité sur laquelle vous allez être imposé, enfin les revenus sur lesquels vous allez être imposé côté américain vont dépendre du type d'investissement que vous avez réalisé et surtout de sa structure juridique. En France, si vous avez un bien immobilier détenu en propre, eh bien, vous allez déclarer côté français, peu importe la façon dont vous le faites d'ailleurs, vous allez déclarer en tant que non-résident. Si vous faites du LMNP, normalement, vous ne paierez pas d'impôt sur vos revenus fonciers. Si vous n'en faites pas, vous allez être imposé à un taux de 20%, taux des non-résidents, si vous gagnez moins de 27 000 € en France, plus des prélèvements sociaux de 17,2. Au-delà, vous serez à un taux d'imposition de 30% plus 17,2 de prélèvements sociaux, donc un total de 47,2. Côté américain, vous allez déclarer vos revenus fonciers, mais selon les modalités américaines. Donc exactement comme je vous l'indiquais tout à l'heure, sauf que la durée d'amortissement sera de 30 ans, étant donné que le bien est situé à l'étranger. Si vous avez un impôt à payer aux États-Unis, à ce moment-là, vous aurez droit à un crédit d'impôt équivalent aux impôts français que vous aurez payés. Si maintenant, côté français, justement, vous avez opté pour le LMNP, vous n'avez pas payé d'impôt en France, côté américain, il se peut que vous en payiez et vous allez en payer. C'est comme ça. Il faut garder en tête que lorsqu'on est sur deux pays, eh bien, ça va toujours, et ça c'est une règle à peu près universelle, peu importe les pays dans lesquels vous allez être, surtout les pays qui imposent sur les revenus mondiaux, vous allez toujours avoir le taux d'imposition le plus élevé qui va s'appliquer à vous, le taux d'imposition entre les deux pays qui sera le plus élevé. Okay, donc, vous avez fait un choix du LMNP en France parce que j'ai souvent la question et je vais être très clair là-dessus. Vous ne payez pas d'impôt en France. Côté américain, il se peut que vous en payiez. L'option du LMNP perd son avantage côté américain. Si jamais, au moment de la vente, vous vendez le bien, côté français, vous pouvez potentiellement avoir un abattement pour durée de détention. Côté américain, vous ne l'aurez pas. C'est un investissement locatif. On aura exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous aurez cette récupération d'amortissement. Voilà. Si vous payez des impôts en France, alors vous aurez droit à un crédit d'impôt aux États-Unis équivalent aux impôts français que vous aurez payés. Quand je dis aux États-Unis, je parle du fédéral uniquement. Si vous êtes dans des États qui ne reconnaissent pas les crédits d'impôt étrangers, dont notamment New York, eh bien là, clairement, dans ces États-là, vous avez une double fiscalité. Si maintenant vous détenez le bien via une structure juridique, le grand classique français, une SCI. Donc SCI, c'est une structure qui est transparente fiscalement. Vous êtes imposé en France sur votre quote-part du résultat. Aux États-Unis, on va déclarer cette quote-part du résultat. Vous allez payer des impôts là-dessus avec toujours le même jeu de crédit d'impôt puisque vous êtes imposé d'abord en France. Après, on utilise le crédit d'impôt côté américain. Mais vous allez avoir en plus une obligation supplémentaire
il va falloir, si vous avez plus de, à minima, 10% de la SCI, 10% incluant les parts de votre famille rapprochée, d'accord, d'un point de vue déclaratif uniquement, l'IRS va considérer que, mettons, vous avez 10% 9% d'une SCI, puis vos parents ont 91%. À ce moment-là, l'IRS considère que d'un point de vue déclaratif conformité, vous avez 100% de la SCI. Okay, on va vous imposer uniquement sur vos 9%, mais d'un point de vue déclaratif, c'est 100%. Et le fait d'avoir 100% va entraîner l'obligation de retranscrire les états financiers de la SCI sur votre propre déclaration de revenus. Si vous ne le faites pas, c'est une pénalité de, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, de 10 000 $. Si vous êtes soumis, si vous avez un autre type de structure juridique, type SA, SARL, toutes ces choses-là, à ce moment-là, c'est un autre formulaire, mais l'idée est exactement la même. Alexandre, je te laisse la main pour la suite. Et je te laisse commencer. Ah oui. Maintenant, tout ce qui sont en termes de succession, on a beaucoup de questions. Alors là, cette dernière partie, on va passer vite parce que l'heure tourne. Tous les citoyens américains ou détenteurs de green card, il faut savoir que vous pouvez transmettre aujourd'hui, en 2021, vous décédez demain, vous aurez une exemption de transmission de votre patrimoine de 11 700 000 $. Okay, c'est au-delà, mais c'est votre succession qui va payer les droits, puisque la succession aux États-Unis est une personne morale. Il y a des moyens de minimiser cet impact, mais ça laisse quand même une belle marge. Pour tous ceux qui sont non-résidents, donc c'est-à-dire qui ne sont pas green card, qui ont acheté un bien immobilier notamment, qui rentrent en France, à ce moment-là, il va falloir impérativement, enfin je conseille fortement du moins, que vous mettiez en place des structures, donc par exemple la famille LLC dont a parlé Alexandre tout à l'heure, pour que vos enfants puissent recevoir les parts de votre LLC qui est propriétaire de l'investissement immobilier à l'abri des droits de succession américains. Pourquoi? Parce qu'en tant que non-résident, vous allez connaître uniquement, votre succession va connaître un abattement de 60 000 $ uniquement. Donc, et après, les taux d'imposition peuvent monter jusqu'à 40%. Voilà, donc important de bien prévenir tout ça si on n'est pas green card ou US citizen. Et juste dernier point sur les successions, pour certains qui nous écoutent, qui sont résidents fiscaux, les parents sont en France, ils ne sont pas du tout américains ni green card, vous recevez une succession française alors que vous êtes aux États-Unis. Bon, vous payez vos droits de succession en France, mais côté américain, vous n'avez absolument rien à payer. Il faut uniquement déclarer ce que vous avez reçu si la valeur cumulée dépasse 100 000 $, sous peine à nouveau de pénalité. Je vous laisse déterminer tout seul à combien elle s'élève, puisque j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Et voilà. Et après, peuvent entraîner des obligations. Si vous recevez des parts, on retombe dans les problématiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. J'ai suivi, hein, c'est 10 000 $. Bingo. Très bien, merci Jean-Philippe. Au niveau des stratégies successorales, d'un point de vue de la planification financière, nous avons deux options, la donation ou également de mettre en place ce qu'on appelle des trusts ou ce qu'on appelle des family LLCs. Donc, premièrement, au niveau des donations, on peut donner 15 000 $ par personne à n'importe qui sans avoir d'implication négative en termes de donation. Donc, ça, c'est une première chose que l'on peut faire tous les ans. Et en plus, on pourrait faire des donations qui impacteraient la donation finale qui se ferait lors de la succession. On a jusqu'à 11,7 millions de $ également qu'on peut donner par personne. Et si par exemple cette année vous donnez 11,7 millions de $ et que dans 10 ans vous êtes amené à décéder à ce moment-là et que le jour du décès dans 10 ans l'exemption est toujours de 11,7 millions de $, et bien évidemment vous avez tout grignoté de ce côté-là et il y aurait une imposition sur le restant. Mais il y a des vraies stratégies à mettre en place si vous êtes par exemple carte verte à l'heure actuelle et que vous souhaitez commencer à faire des donations, vous pouvez faire des donations ici et puis potentiellement un jour vous rentrerez en France et vous avez eu l'opportunité de faire des donations de votre vivant sans avoir eu d'implication négative potentiellement à terme, en tout cas de retour en France. Donc, il est intéressant d'être beaucoup plus proactif que réactif parce que, évidemment, lors d'un retour en France ou à quelques jours, évidemment, d'un retour en France, ce ne sont plus des possibilités.
Deuxièmement, c'est d'un point de vue légal. Il y a ce qu'on appelle les trusts aux États-Unis ou ce qu'on appelle les family LLCs. Ce sont des stratégies que l'on peut mettre en place pour sortir une partie du patrimoine. Donc ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui, mais nous avons des opportunités légales pour pouvoir réduire l'impact fiscal sur les stratégies patrimoniales internationales. Mais attention, travaillez en accord avec votre CPA, avec votre avocat de la famille et votre gestionnaire de patrimoine. C'est la combinaison de ces 3 expertises qui fait que vous aurez la stratégie la plus adaptée à votre situation. Et dernièrement, ce sont les instruments financiers, on l'a vu, c'est le life insurance. Ça vous permet avec des centimes d'acheter des dollars, que ce soit de manière temporaire ou permanente pour le reste de votre vie. Et même en cas de retour, on va garder nombreux de ces avantages fiscaux. Donc, très intéressant de les mettre en place ici aux États-Unis, peu importe si on reste ici pour le reste de notre vie ou qu'on reparte. Et on va conclure notre discussion d'aujourd'hui sur les opportunités patrimoniales à notre disposition en étant ici aujourd'hui. Comme vous le voyez, il faut avoir un lien avec les États-Unis aujourd'hui. Peu importe si vous repartez dans 2 semaines, dans 2 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, où vous restiez, vous avez une opportunité de changer la donne d'un point de vue de votre stratégie patrimoniale. Et vous n'avez pas besoin d'avoir de visibilité, puisque si vous êtes là que pour dans 2 semaines, vous avez quand même l'opportunité de mettre en place un certain nombre de choses avant de partir. Et l'objectif est de pouvoir générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer votre succession. Et on va voir comment est-ce qu'on peut mettre en place ce type de stratégie en étant résident fiscal américain aujourd'hui, peu importe où on sera à l'avenir. Et pour ce faire, je vais faire un petit graphique pour illustrer mon point. Alors pour ce faire, petit rappel sur la stratégie dite à la française. On va accumuler du patrimoine en phase d'accumulation et on va prendre notre retraite. Donc, toutes les données que je vais prendre des montants, peu importe ce que je vais prendre comme données, parce que l'objectif de cette présentation-là, c'est de vous prouver qu'il y a une stratégie qui est plus forte qu'une autre. Et donc, je vais prendre exactement les mêmes chiffres des 2 côtés pour vous démontrer mon point. Donc, on va prendre une certaine retraite, à, par exemple 65 ans, ça peut être 55, 60, 70 ans, je vais prendre 65 ans pour l'exemple. On a accumulé un certain patrimoine qui représente 100% de notre patrimoine. Je vais assumer que c'est $1 million, peu importe, ça peut être 500 000, 10 millions, 100 millions, peu importe. Je vais assumer qu'on a un certain patrimoine qu'on a accumulé, qu'on a pu diversifier durant notre phase d'accumulation en real estate, donc en immobilier, en investissement financier, dans nos plans de retraite de type 401k. On a peut-être des parts dans un business, on a du cash à la banque, etc. On s'est diversifié, on vaut un certain montant de patrimoine. Et maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir générer un revenu pour le reste de notre vie. On a vu dans la stratégie à la française que ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie de par, 1, le risque de longévité. Deuxièmement, l'inflation. Troisièmement, la taxation. On est un bas historique, pour rappel, et évidemment le risque en lui-même de pouvoir générer ce type de revenu pour le reste de notre vie. Si j'assume un rendement, par exemple 5%, qui ne paraît pas énorme, on a vu ensemble la difficulté de pouvoir garder cela pour le reste de notre vie. Si on prend 20% d'impôts, eh ben, ça veut dire pour chaque $1 million que j'ai de côté, je génère $40 000 de revenus nets et je fais cela pour le reste de ma vie. Évidemment, on a vu, cette stratégie va être extrêmement compliquée pour garder le style de vie. Et voilà l'alternative à notre disposition. On va activer tout d'abord la stratégie de bucketing. Et pour ce faire, on va assumer, au lieu d'avoir $1 million dans l'ensemble de ces classes d'actifs-là, on va avoir que $800 000 dans l'ensemble de ces actifs et un autre actif ici de $200 000 qui fait qu'au final, j'ai toujours $1 million, mais de manière visuelle, je vais faire en sorte que cet actif est complètement indépendant des autres actifs parce que celui-ci a des caractéristiques complètement différentes. Et cet actif-là va avoir cette courbe-là et ces 3 caractéristiques. Premièrement, il va avoir un rendement qui est supérieur à l'inflation. Il faut s'attendre de gagner 3 à 5% sur le long terme. Il y a des garanties à l'intérieur qui fait que c'est garanti d'augmenter chaque année. Il n'y a aucune année négative. Et il y a l'avantage que tous les rendements sont défiscalisés, sont tax-free, que l'on reste aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, on a cet actif qui sera complètement défiscalisé, c'est-à-dire que quand on va mettre $1 dedans, il n'y aura plus jamais d'imposition, non pas sur les rendements et non pas sur le capital investi. Donc, on a assez d'argent après impôt, taxe déférée et tax-free. On met $1 dedans, il n'y a plus jamais d'imposition, peu importe où on est dans le monde. Et cet actif, malheureusement, n'existe pas en France, mais il existe ici aux États-Unis et c'est ce qu'on appelle cette cash value life insurance que l'on a déjà vu ensemble. C'est un contrat d'assurance vie permanente américain que l'on va pouvoir mettre en place. Et donc, il y a cette première courbe qui est de l'épargne. Vous voyez, l'épargne qui est de manière exponentielle, elle est garantie d'augmenter pour le reste de notre vie, qu'on ait 30, 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans, ça continue d'augmenter de manière exponentielle. C'est ce qu'on appelle l'épargne ou qu'on appelle cash value. En plus de cela, il y a une assurance décès qui est attachée, qui, si j'avais $200 000 d'épargne, j'aurais à peu près $500 000 d'assurance décès, qui, elle, va également augmenter de manière exponentielle. Et à l'âge de 100 ans, il n'y a plus de risque pour la compagnie d'assurance et ça va continuer d'augmenter à 3 à 5%, mais il n'y a plus de l'effet de levier
possible. C'est-à-dire que, quel que soit notre âge maintenant et l'âge de 100 ans, en cas de décès, il y a une assurance décès qui sera donnée et qui aura un montant supérieur à notre épargne disponible durant notre vivant, qui va se passer également tax-free à nos bénéficiaires. Donc, comme j'ai la garantie d'avoir un actif, donc stratégiquement parlant, j'ai la liquidité. Pendant toute la phase d'accumulation, cet argent va augmenter. Il est disponible. Je peux l'utiliser pour n'importe quelle raison. Mais si stratégiquement, quand j'arrive à la retraite, je vais faire en sorte de potentiellement pas toucher cet actif-là, utiliser les autres 800 000 $ ici, eh ben, entre 65 et 85 ans, ces 200 000 $ vont doucement mais sûrement se retrouver à 550 000 $ et l'assurance décès attachée à 750 000 $. Comme j'ai la garantie d'avoir de l'argent plus fort que l'inflation, tax-free et garantie d'être là, je peux maintenant orchestrer ces 800 000 $ de manière complètement différente que si je n'avais pas d'horizon d'investissement fixe. L'avantage de cela, c'est que maintenant, ces 800 000 $, j'ai un montant défini et un nombre d'années défini pour dépenser cet argent et je peux maintenant me permettre de dépenser à la fois le capital et les intérêts de cet argent-là. Pourquoi? Parce que lorsque j'aurai tout dépensé là-dessus, il me restera 550 000 $ tax-free pour finir tranquillement mes vieux jours. Et en cas de décès, je laisse 750 000 $ tax-free au lieu de potentiellement $1 million qui, lui, serait taxable. Comme j'ai garanti ma fin de vie, 85 ans plus, tranquillement, avec un actif qui est garanti d'être là, j'ai maintenant cette liberté d'esprit de dépenser à la fois le capital et les intérêts de ces 80% de mon patrimoine. Faisons les maths. J'ai 800 000 $ que je divise sur 20 ans. Donc, je vais prendre 40 000 $ du capital, 800 000 $ divisé par 20. Donc, je vais prendre tous les ans 40 000 $ du capital et j'ai assumé que ce capital-là me générait du 4% net. Donc, la première année, 4% de 800 000 $, ça va me générer 32 000 $ d'intérêt. J'aurai généré 72 000 $ de revenus comparé à 40 000. Sur 20 ans, ça fait 40 à 60% d'augmentation de revenus. Et à cela, en prenant même beaucoup moins de risques, on va le voir ensemble. J'ai généré plus de revenus, donc la problématique de l'inflation est complètement annihilée. Même une inflation à 3-4%, comme j'ai généré 40 à 60% de revenus supplémentaires, j'ai complètement annihilé ce premier risque. Deuxièmement, c'est la taxation. Dans la stratégie numéro 1, entre 50 000 $ et 40 000 $, j'aurais payé 10 000 $ d'impôts, et cela pour le reste de ma vie. Tant que j'ai mon argent, je génère du revenu, je paye des impôts, je fais ça pour le reste de ma vie. Sur 20 ans, ça fait 20 fois 10 000 $, j'aurais payé 200 000 $ en impôts. Alors que dans la stratégie numéro 2, je pars déjà avec moins d'argent qui est à risque et taxable. J'ai que 800 000 $ qui est taxable en termes de ses revenus. Donc, première année, je vais payer que 8 000 $. Après 10 ans, j'ai plus que la moitié, je vais payer plus que 4 000. Et après 20 ans, j'ai plus d'impôts à payer et je me retrouve avec un actif complètement défiscalisé où j'aurai plus jamais d'impôts à payer à la suite. Donc, si je fais les maths, 20 fois la moyenne, 20 fois 4 000, j'aurais payé 80 000 $ d'impôts. Sur les 20 premières années, j'ai déjà réduit de 60% l'impact fiscal. Peu importe où mes actifs sont situés, peu importe où j'habite, puisque c'est tout simplement, j'ai moins d'actifs qui me génèrent des revenus, donc je paye moins d'impôts, et ainsi de suite, peu importe où j'habite, où mes actifs sont localisés. Donc déjà, sur les 20 premières années, réduit de 60% l'impact fiscal, et si je suis encore en vie à l'âge de 85 ans, dans la stratégie numéro 1, je vais continuer à payer mes 10 000 $ d'impôts pour le reste de ma vie, alors qu'en la stratégie numéro 2, je n'ai plus jamais $1 à sortir, puisque je me retrouve avec un actif complètement défiscalisé. Et petit à petit, j'ai complètement annihilé le risque de l'imposition. Et dernièrement, c'est le risque en lui-même. Déjà, dans la stratégie numéro 2, j'ai moins d'argent qui est à risque, comparé à une stratégie où j'ai $1 million à risque, mais non, j'ai que 800 000 $. Donc déjà, dans cette zone de 5 années après la retraite et les 5 années avant la retraite, je suis déjà moins exposé au risque. Et deuxièmement, ce sont les actifs les plus risqués que je vais dépenser en premier. Mes stock options, mes actions, mes obligations et à terme mon immobilier, pour me retrouver dans une situation complètement sécurisée. Et petit à petit, pris encore moins de risques. Qu'est-ce que j'ai pu accomplir grâce à cette stratégie de bucketing? J'ai généré plus de revenus. 2, j'ai payé moins d'impôts. 3, j'ai pris moins de risques. Et j'ai toujours assuré ma succession. Et enfin, pour conclure cela, on va inclure la stratégie de flowing que nous avons vue ensemble. Et au lieu d'avoir 800 000 $ ici, l'idée, c'est d'avoir que 600 000 $ et d'avoir un autre actif ici de 200 000 $, qui est mon income annuity, qu'on a vu ensemble. Donc, si stratégiquement parlant, en amont, par exemple, j'ai transféré mon 401K, je le mets dans un income annuity et maintenant, j'ai ces 200 000 $ ici qui me génèrent du 5% garantie à vie, donc 10 000 $ par an. À cela, je vais rajouter la sécurité sociale française, américaine, les complémentaires de retraite.
Et à ce titre, par exemple, 35 000 $. Et donc, je vais avoir un revenu garanti pour le reste de ma vie de 45 000 $. Donc, si mon chiffre à moi personnel, c'est l'espoir d'avoir 4 000 $ par mois pour le reste de ma vie, parce que ça correspond à mes dépenses de base, eh ben, j'ai accompli cette première objectif qui est d'avoir un revenu garanti pour le reste de ma vie, qui est mon paycheck. J'ai mon paycheck qui va rentrer quoi qu'il arrive. Et le reste de mes finances ici, mes 600 000 $, eh ben, c'est ce que j'appelle le playcheck. C'est le fun money. Et ça, maintenant, j'ai une totale liberté de dépenser ça sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans ou sur 20 ans. Pourquoi? Parce que lorsque j'aurai dépensé l'ensemble de cet argent-là, il me restera 550 000 $ cette fois-ci tax-free, au-delà toujours de mes 45 000 $ que je vais avoir garantis pour le reste de ma vie, pour finir mes vieux jours. Et ces 550 000 $, c'est encore une fois du fun money. Et en cas de décès, je laisse 750 000 $ tax-free. Ce qu'il faut retenir de ce graphique, qui est en effet de l'art, hein, comme on le sait, c'est que si le jour où je pars à ma retraite, d'un point de vue stratégique, si 60% de mon patrimoine est diversifié en financier, en immobilier, en cash à la banque, en prise de participation des entreprises, 20% en épargne cash value life insurance et également 20% en annuity, c'est la stratégie la plus optimale pour générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. Petit rappel, et on va finir là-dessus. Donc, stratégie de flooring, 5 classes d'actifs, sécurité sociale française, américaine, complémentaire de retraite française, benefit plan, donc si vous avez la chance d'avoir un employeur qui a encore une pension pour vous, et les income and release, c'est votre stratégie de flooring. Et enfin, avec le reste de vos actifs, c'est le fun money. On va mettre en place cette stratégie de bucketing, notamment avec votre cash value life insurance qui va assurer la fin de vie et la succession. Et le reste de vos actifs, c'est du fun money qu'on va commencer à amortir petit à petit, se faire vraiment plaisir quand on en a vraiment besoin. C'est vraiment les 20-25 premières années de la retraite sur lesquelles on a besoin de se faire plaisir. Ne vous retrouvez pas, s'il vous plaît, dans une situation où vous dites « je vais laisser potentiellement de l'argent de côté parce que je vais en avoir besoin pour l'EHPAD, etc. » Si vous avez une stratégie proactive en place, vous allez pouvoir démultiplier vos revenus, votre capacité à faire du bien autour de vous, de commencer à faire des donations aux enfants quand ils en ont vraiment besoin, quand ils sont dans leur vingtaine, trentaine, quarantaine, et non pas potentiellement quand ils auront 60, 70 ans. Et donc, vous allez être beaucoup plus proactif et vivre pleinement votre retraite. C'est ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. C'était un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je pense, Romain, qu'on va passer aux questions. Oui, voilà. Donc là, vous voyez tout de suite le QR code pour prendre rendez-vous avec Alexandre si vous le souhaitez. C'est comme au restaurant, vous prenez votre téléphone, vous passez dessus et vous avez directement accès à l'agenda d'Alexandre. Et vous pouvez prendre un créneau entre 30 minutes et 1 heure en fonction de vos besoins. Première consultation, bien entendu, gratuite. Et d'ailleurs, je pense que Alexandre est vraiment patient et passionné de son sujet, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec lui. Absolument. Sur ce point-là, Romain, mes premières disponibilités seront début août. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dès que vous le pouvez, puisque nous sommes assez busy. Donc, n'hésitez pas à être proactif de votre côté également. Voilà. On a reçu pas mal de questions dans le Q&A, mais il se trouve que ce qui est pas mal, c'est que vous avez déjà répondu à pas mal de questions par écrit. Donc, j'espère que les gens sont heureux des réponses qu'ils ont reçues. Je vois qu'il y avait des longues questions et des longues réponses, donc c'est très bien. Il y a un auditeur anonyme qui nous dit « excellente présentation ». Ben, on le remercie. S'il y a des gens qui avaient encore des questions complémentaires, vous pouvez lever la main. Donc, ça se trouve juste en bas, là. Comme ça, on peut vous prendre en audio. Sinon, vous pouvez poser aussi des questions dans le Q&A. On a un sujet de Gérard, là, sur les clôtures de compte en banque. Est-ce que, en France, est-ce que vous avez peut-être un retour à faire là-dessus ? En fait, je peux expliquer d'où ça vient. Hélas, les choses sont comme ça, on ne peut rien y changer. Mais ça vient justement des problématiques que j'ai citées tout à l'heure, tout ce qui va être FATCA, donc le FBAR, la remontée des informations
financière des résidents fiscaux américains ou US citizen ou green card à l'IRS. C'est excessivement lourd pour les banques et l'ensemble des institutions financières. Donc maintenant, elles préfèrent perdre ce marché-là plutôt que de se soumettre à ces règles. Pourquoi? Parce que les pénalités que vont infliger les États-Unis aux banques sont extrêmement lourdes. On parle de plusieurs milliards, milliards d'euros. Si leurs obligations envers le fisc américain ne sont pas respectées. Voilà. Et je rajouterais là-dessus, Jean-Philippe, si je te mute. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. De l'autre côté, quand nous sommes français, que nous rentrons en France, nous avons également cette problématique de nos comptes américains. Non pas de la même problématique dite donc avec FATCA, mais quand nous avons des comptes d'investissement ici aux États-Unis et que nous sommes résidents fiscaux européens, les réglementations européennes s'appliquent maintenant à l'ensemble du patrimoine mondial et nous avons des problématiques telles que, par exemple, des mutual funds ou des ETF qui ne sont pas compliant avec la régulation européenne. Et donc, il s'agit d'être proactif dans votre retour en France, de pouvoir vous positionner de la manière la plus optimale possible du côté américain pour être compliant du côté US. Et beaucoup de compagnies telles que Fidelity, Schwab, etc., là où potentiellement vous avez des comptes, ils n'hésiteront pas à vous dire « Merci, mais on ne souhaite pas continuer à vous accompagner en cas de retour en France. Il faut que vous trouviez d'autres solutions. » Sachez notamment qu'à USA Financial, nous accueillons cette clientèle française sur laquelle il y a un retour en France et l'objectif est de laisser potentiellement des actifs ici aux États-Unis. Nous pouvons vous accompagner, peu importe où vous êtes dans le monde, tant que vous avez commencé votre relation ici avec nous aux États-Unis. Donc, n'hésitez pas, il y a également cette problématique européenne dans le sens inverse. Parfait. On a un auditeur anonyme qui nous demande si on peut faire la même chose chez Fidelity. Alors, la réponse est non pour ce que j'ai discuté aujourd'hui. Il va falloir trouver d'autres solutions patrimoniales, soit des compagnies d'assurance directement ou des sociétés d'investissement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra vous aiguiller de la manière la plus optimale possible. Voilà, parce que tu as parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, chacun, toi, tu conseilles en fait où aller voilà, sur l'intégralité des piliers, quoi. Très bon point. Et c'est vrai qu'on a cette vision à l'international. On a cette compréhension des implications financières, fiscales et légales à l'international. Et sans cette compréhension et maîtrise, nous avançons à tâtons. Nous, potentiellement, on va essayer de mettre ça en place, etc. Sans potentiellement une vraie vision financière de savoir exactement où est-ce que l'on va et sans implication potentiellement négative que vous restiez ou que vous repartiez. Cette expertise, évidemment, permet à notre clientèle de pouvoir prendre des décisions avisées et avérées pour leurs bénéfices ou peu importe où ils seront à l'avenir. Parfait. On a dépassé de 11 minutes ce qu'on fait d'habitude. Donc, normalement, on essaie de limiter à 60 minutes. Merci de nous suivre jusqu'à la fin. On a un auditeur anonyme qui nous dit « Très bonne présentation. L'enthousiasme d'Alexandre est très contagieux. À bientôt pour une consultation personnelle. » Eh bien, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Sur ce, je pense qu'on va clôturer et remercier tout le monde. Et puis, n'hésitez pas, mardi prochain, on va parler investissement dans les terrains. Donc, tous les mardis, vous savez, à midi, côte Est, 9h côte Ouest et 18h en France, on a des experts qui nous parlent de leur spécialité. Donc voilà, j'espère vous retrouver très bientôt sur French Morning. Merci encore et bon après-midi. Ciao. Merci Romain, à très vite.